Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 septembre 2022. La voix est un peu enrouée. J'ai eu une très grosse fin de semaine à la librairie. Travaillé fort, beaucoup de clients. Nous sommes contents. Nous nous réjouissons de cela. Ce soir, j'hésitais entre deux sujets. Vous faire une très courte lecture de ceci. Je suis certain que certains d'entre vous allaient bondir hors de votre fauteuil en voyant la petite chose que je vais vous montrer à l'écran. Alors, peut-être certains d'entre vous auront reconnu ce célèbre texte de Georges Bataille, Dirty, publié en 1945 aux éditions Fontaine à Paris, avec une couverture de Mario Prassinos, et c'est l'édition originale. Mais finalement, est-ce que je m'en allais dans cette direction-là avec Georges Bataille? Ce que j'observe concernant Bataille, et j'observe cela depuis à peu près une dizaine d'années, peut-être moins même, Bataille revient. C'est clair, il a eu une assez longue éclipse qui a duré, je dirais, à partir des années 80 jusqu'à jusqu'à il y a 5-6 ans à peu près. C'est observable, les livres sur lui se multiplient, les études se multiplient. On réalise à quel point l'apport philosophique de Bataille est important. On se rappelle qu'Emmanuel Macron l'a cité lors de son discours d'impatronisation à titre de président de la République. Ça m'a beaucoup étonné. Et je pense que ça en a étonné quelques-uns. Alors peut-être que je vous lirai demain, Dirty, ce texte important, court, obscène, mais... ah oui, pourquoi Bataille reviendrait? Ah, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Peut-être que nous sommes rendus à cette fin de cycle de la dépense extrême. Et peut-être aussi la question sexuelle et religieuse que Bataille a articulée sur un même plan. Peut-être cette question-là qui a été découplée au début des années 70, peut-être elle revient avec le désir de mort et le capitalisme de dépense qui est peut-être rendu à bout de souffle. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler finalement. Voyez? Je vous annonce deux sujets, l'hésitation entre deux sujets, mais je vais être beaucoup plus pragmatique et je vais vous parler d'un événement qui aura lieu samedi et dimanche 1er et 2 octobre 2022. C'est le 37e Salon du Livre ancien de Montréal. Et le thème, c'est la poésie, et nous aurons un porte-parole. Nous avons un porte-parole. C'est Normand Baillargeon, qui va prendre quelques minutes avant l'ouverture du salon pour nous entretenir, probablement de la poésie. Car la passion première de Normand Baillargeon, c'est la poésie. Il a fait son doctorat sur André Breton. Alors, André Breton, figure estimable entre toutes, selon moi. Et c'est mon ami Yves qui me faisait remarquer, Yves qui a présenté son film sur Breton et la Gaspésie à Saint-Cirque-la-Popie. Et il notait les photos qui ont été prises à Saint-Cirque-la-Popie. Breton ne portait pas de chaussettes. Et c'était l'extrême pauvreté, au fond. Breton a été pauvre toute sa vie et il est resté de cette parfaite dignité dans la pauvreté, qui est plutôt difficile à atteindre. Et Saint-Cirque-la-Popie aussi, on se rappellera que Gaston Miron et son comparse, Claude Effly,
se sont rendus tous les deux lorsqu'ils étaient jeunes hommes, se sont rendus à Saint-Cirque-la-Popie afin de rencontrer André Breton. André Breton, Yves me faisait remarquer aussi que les animateurs, parce que la maison de Breton a été rachetée par un organisme sans but lucratif, qui organise des soirées de poésie, des rencontres, des conférences liées autour du surréalisme. Yves me racontait qu'ils ignoraient parfaitement tous l'importance qu'a eu Breton au Québec au sein du groupe des automatistes et à quel point le manifeste Refus global devait une partie importante à la fois de sa philosophie et à la fois de son enthousiasme, également de son apport à l'art visuel. Comment, et son apport politique aussi. Et ce que me racontait Yves, c'est qu'Arcane 17, ouvrage de Breton qui se déroule en partie en Gaspésie, eh bien, aujourd'hui est interprété de manière très, très politique, de manière très, très engagée. Et les continuateurs du travail de Breton n'ont pas vu l'impact, n'ont pas su voir l'impact que Breton a eu au Québec dans la conquête, d'une certaine manière, de la liberté d'esprit. Nous n'avons pas vu, et ça désolait franchement Yves. Et on n'a pas vu non plus, sauf que quelques historiens d'art américains qui font remonter la naissance de l'art moderne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec l'apport de Bordua et Riopelle, qui aurait été, surtout Bordua, qui aurait été en quelque sorte celui qui est allé le plus loin dans l'utilisation ou l'éclatement de nouvelles formes. Alors donc, oui, le 37e salon, pour ma part, c'est le 20e salon auquel je participe. N'eût été de la pandémie, ça aurait été mon 22e. Mais le salon, comme toutes les activités, a été mis sur pause pendant 2 ans. Alors, et le salon, oui, a lieu au pavillon McConnell, au 1400 boulevard de Maisonneuve-Ouest. C'est dans le hall d'entrée de l'Université Concordia à Montréal. Et le coût d'admission pour les 2 jours, c'est 8 $. J'ai quelques billets à offrir, alors pour ceux qui viennent à la librairie, n'hésitez pas à me demander si vous avez entendu cette petite vidéo. Je vous offrirai un billet. Vous n'avez qu'à me le demander. Étant un des co-organisateurs du salon et étant également le président de cette confrérie, la confrérie de la librairie ancienne du Québec, j'ai droit à quelques privilèges que je m'empresserai de partager avec certains d'entre vous. Et il y aurait long à dire aussi, parce que je vais vous montrer quelques-unes des pièces que je vais apporter au salon. Peut-être demain, je vais revenir sur Dirty j'allais dire Gaston Bachelard, de Georges Bataille. Ouais, Bachelard et Bataille, ce sont vraiment des auteurs aux antipodes. En fait, qui sont dans des univers séparés. Oui, il y aurait long à dire, parce que oui, 37e anniversaire, ça en fait un des plus vieux organismes culturels au Québec. Et moi, je suis membre déjà depuis déjà quelques décennies. Et j'ai vu des libraires apparaître, j'ai vu des libraires disparaître, j'ai vu des vieux libraires rendre l'âme. J'ai assisté à la disparition d'une garde, d'une vieille garde, et j'ai appartenu pendant un temps assez court à la garde montante. Force nous est de constater que la relève est inexistante. Il n'y a pas de jeunes libraires qui ont envie de vendre
de vente de vieux livres, en tout cas au sein de notre organisation. On tente bien d'en recruter, c'est difficile, c'est un métier de passion qui... Ouais, c'est un métier de passion. Et où parfois, oui, certains peuvent s'enrichir, mais c'est assez compliqué, je pense. Alors, il faudrait bien faire, étant donné que j'ai été secrétaire pendant 12 ans, donc j'ai en ma possession une partie importante des archives depuis la fondation. Alors, assurément, si jamais notre OSBL venait, notre organisme sans but lucratif, venait à disparaître, il faudrait quand même en faire l'historique et déposer acquis de droit, c'est-à-dire à la Bibliothèque nationale et Archives du Québec, l'ensemble de la documentation, de la formation jusqu'à sa conclusion, si je peux dire. Mais on se bat quand même pour ne pas que ça cesse. On se bat pour que les livres rares, les livres anciens, continuent de susciter de l'intérêt. Ce qu'un autre grand collectionneur m'expliquait, c'est les livres qui valent très très cher, les livres très très rares. Eux continuent de trouver preneurs à des prix astronomiques. C'est l'entre-deux qui est difficile. L'occasion, ça marche plutôt bien, avec même les nouvelles plateformes où on peut acheter des livres sur le net à des prix tout à fait convenables, des raretés même, à des prix corrects. Et c'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux. C'est pas tout à fait vraiment rare, mais c'est suffisamment rare pour l'être. On retrouve pas ça sur les plateformes, mais les amateurs, eux, sont peu nombreux. Et il y a une sorte d'effondrement au centre, je dirais. En tout cas, c'est le commentaire que m'a fait ce collectionneur, qui lui se jugeait tout à fait disqualifié pour aller surenchérir ou se porter acquéreur de livres extrêmement rares qui, eux, avaient atteint des prix astronomiques. Alors, je vais vous montrer une petite pile de livres que j'apporte. On va vous donner une idée. Alors, Les dieux asiatiques d'Anatole France, l'édition beau papier, numéroté, avec... oui, numéroté, donc non pas signé, mais enfin. Ah, oui. De l'extinction de la prostitution. Alors, par monsieur le procureur général Dupin, sur le luxe effréné des femmes. Alors, Anatole France et la prostitution. Pierre-Marc Orlan, Chronique de la fin d'un monde, qui est une édition originale. La prière de Peggy d'Albert Béguin, une édition autographiée par Albert Béguin. François Porcher, Le poème de la tranchée, deuxième édition. Lionel Groux, Les rapaillages, autographié par Lionel Groux. Deux livres très très rares qui normalement ne devraient pas atteindre des chiffres élevés, mais qui par leur rareté même valent assez cher. James Baldwin, Personne ne sait mon nom, La prochaine fois, Le feu. En 25 ans, je n'avais jamais vu ces deux James Baldwin. Les deux, ce sont des premières éditions françaises. Alors, on imagine le prix d'une première édition américaine. Ça doit être épouvantable. Alors, sur le front, sur la Première Guerre mondiale, alors j'en ai quelques-uns. 1915. La poète, trop tôt disparue, Hélène Monette, qu'elle avait publié à compte d'auteur. Alors, les éditions La Petite Voisine enregistrée.
avec une photo d'elle, assez, attendez, je vous la montre, assez amusante, avec, avec sa poupée noire, alors, avec sa poupée racisée. Les études carmélitaines, ça trouve toujours preneur, ceci, ce numéro consacré à Satan. Albert Caraco, l'étonnant Albert Caraco, conte autour de Xerxes, Xerxes, autographié aussi et publié à Buenos Aires et autographié, oui, à Édouard Monti. Alors, c'est pas anecdotique, ça a été autographié le 21 avril 1944. Ça, c'est une vraie rareté. Maurice Lemaître, le film est déjà commencé, séance de cinéma, avec une préface de Izou. C'est pas mal rare ce truc-là aussi. Le programme Souvenir de l'audition de Britannicus. Et le programme Souvenir, oui, donc présenté sur le centenaire Cartier et présenté à Montréal, à Québec et à Ottawa en mai et en juin 1913. Alors, un programme Souvenir. Ceci qui devrait, à mon avis, trouver preneur assez facilement parce que il y a beaucoup de collectionneurs sur l'Expo 67, mais c'est la revue parallèle consacrée, revue parallèle les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique et Expo 67, Montréal. Un fascicule consacré à la ville de Montréal avec une préface de Françoise Giroux. Et ceci, enfin, un numéro de l'Académie française, la séance publique annuelle du 29 novembre 2007, présidée par François Chang. Alors, ça aussi, c'est étonnant. Alors, je vous le montre. Tenez. François Chang, qui est un auteur très, 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 très estimé, et il dirigeait, il présidait et il dirigeait cette séance publique de l'Académie française. Alors voilà, excusez du peu. C'est une toute petite partie des ouvrages que je vais proposer à ce salon, le 37e. Et j'apporte environ plus de 600 documents. Ce ne sont pas là les plus rares, j'hésite encore. Un bon salon, c'est un mix de choses assez abordables et quelques pièces assez chères qui font que il suffit d'en vendre une ou deux et un nombre relativement important de pièces moins rares pour que l'exercice se révèle être fructueux. Après 2 ans, nous sommes quelques-uns à avoir des appréhensions. Est-ce que le public sera de retour? Est-ce que on retrouvera l'élan tout de même entravé, pré-pandémique? On ne le sait pas, mais je pense que nous sommes quand même contents de retrouver l'Université Concordia. Je vais apporter mon bidule et je vais sans doute interroger ou filmer peut-être quelques-uns de mes confrères ou quelques-uns de mes clients. Ça sera à voir et selon comment les choses se déroulent.
Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et peut-être demain, je vais vous offrir Dirty si vous n'êtes pas trop sage ce soir. Merci et à demain.